Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 19e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui m'est cher et qui peut transformer votre rapport à l'argent. Nous allons parler du minimalisme financier. Le minimalisme financier, c'est plus qu'une simple tendance. Il s'agit d'une approche consciente, stratégique et libératrice qui consiste à consommer moins mais mieux, à dire non à ce qui ne vous sert pas, à investir votre argent et votre énergie dans ce qui compte vraiment. Dans cet épisode, nous explorerons comment adopter le minimalisme financier pour réduire vos dépenses inutiles, maximiser vos ressources et reprendre le contrôle de vos finances. Cet épisode numéro 19 se divise en 5 parties. Partie 1, qu'est-ce que le minimalisme financier? Partie 2, les avantages d'une approche minimaliste pour vos finances. Partie 3, comment identifier les dépenses stratégiques et les dépenses superflues. Partie 4, l'art de dire non, maîtriser vos priorités financières. Partie 5, bilan et mise en pratique. Prenez de quoi noter, mesdames, et plongeons ensemble dans ce 19e épisode. C'est parti. Partie 1. Qu'est-ce que le minimalisme financier? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le minimalisme financier ne consiste pas à se priver ni à vivre dans la restriction. Le minimalisme financier, ce n'est pas non plus de la radinerie emballée dans un joli terme savant. Non, le minimalisme financier est une philosophie qui vise à réaligner vos dépenses avec vos priorités, à éliminer ce qui est inutile ou ne vous apporte pas de réelle valeur, à simplifier votre vie pour maximiser votre bien-être et votre liberté financière. En d'autres termes, il s'agit de dépenser de manière intentionnelle et de ne garder que ce qui a un sens pour vous. Je compare souvent le minimalisme financier à la méthode Marie Kondo qui serait adaptée aux finances. Voici un exemple assez parlant. Imaginons que vous dépensiez chaque mois 100 euros pour des abonnements divers tels que la salle de sport, streaming, etc., peu importe, et que vous n'utilisez pas pleinement ces abonnements. En appliquant le minimalisme financier, vous identifiez les services réellement utiles et vous supprimez les autres. Ce simple ajustement peut vous faire économiser des centaines d'euros par an, parce que 100 fois 12, eh bien, ça fait 1200. Je vais vous faire un aveu. En préparant cet épisode, j'ai réalisé que c'est ce que je fais depuis tellement longtemps que je ne m'en rendais même pas compte. Et moi qui ne me considère pas comme une minimaliste, je réalise que si, en fait, je le suis. Passons maintenant à la partie 2, les avantages du minimalisme financier. Le minimalisme financier comporte certains avantages non négligeables. Voyons cela tout de suite. Petit 1, il réduit le stress financier. Moins de dépenses inutiles égale plus de tranquillité d'esprit. Vous savez exactement où va votre argent. Il n'y a pas de mauvaise surprise et vous êtes aux commandes de votre argent. Petit 2, il apporte plus de clarté dans vos objectifs. En éliminant le superflu, vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment pour vous. Épargne, investissement, projet de vie. Tout est plus clair et vous savez comment faire pour les atteindre. Vous savez commencer et vous savez les atteindre. Petit 3, il apporte plus de liberté. Moins d'engagement financier signifie plus de choix et d'opportunités pour investir ou plus simplement réaliser vos rêves. De plus, vous vous sentez plus confiante. Vous savez que vous êtes en mesure de faire des choix éclairés et qui vont dans votre sens. Vous faites les meilleurs choix pour vous en fonction de vos principes et de vos valeurs. Selon une étude de l'INSEE, un Français sur trois se sent dépassé par ses dépenses fixes. Adopter une approche minimaliste peut vous aider à mieux gérer vos charges et à retrouver une certaine légèreté financière. Partie 3, identifier les dépenses stratégiques et les dépenses superflues.
L'étape suivante est de faire un audit de vos finances. Et voici comment faire cet audit. Premièrement, analysez vos relevés bancaires. Regardez vos dépenses des 3 derniers mois. Classez-les en 2 catégories. Indispensables comme le logement, la nourriture, l'épargne, et les dépenses superflues comme les abonnements inutilisés, les achats impulsifs. Posez-vous 3 questions avant chaque dépense. En ai-je vraiment besoin? Cela m'apporte-t-il une réelle valeur ou satisfaction? Cet achat me rapproche-t-il de mes objectifs financiers? Troisièmement, faites une liste de vos priorités financières. Épargne d'urgence, projets personnels ou familiaux, investissements pour l'avenir. Voici une petite astuce. Créez un tableau de suivi mensuel. Vous y notez vos dépenses essentielles et vos dépenses optionnelles. Cet outil simple vous aide à visualiser où va votre argent. Suivez votre budget une fois par semaine pendant votre pause budget hebdomadaire. Ce moment entièrement consacré au suivi de vos finances vous permet de garder le cap, de savoir où vous en êtes, où vous allez et de réajuster si besoin. Je vous en parle plus en détail dans mon livre Fini les dettes. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Et pour rappel, en annexe de ce livre, Fini les dettes, il y a toutes vos fiches budget. Vous avez 16 fiches budget, 12 fiches budget mensuelles et 4 suivis trimestriels. Partie 4, l'art de dire non. Mesdames, dire non est une compétence financière essentielle. Dire non est une compétence tout court. Voici 2 raisons pour lesquelles dire non est une compétence financière essentielle. Premièrement, en disant non à ce qui ne vous convient pas pour des raisons financières, vous faites le nécessaire pour ne pas déstabiliser ni aggraver votre situation financière actuelle. Mieux encore, vous l'améliorez. Dire non pour des raisons financières, ce n'est pas grave. Prenons un exemple simple. Vous allez faire des courses avec votre enfant. Et votre enfant voit un produit, je sais pas, voit des Kinder. On boycotte évidemment. Mais lui, il veut ce Kinder. Vous avez le droit de lui dire non et vous pouvez même lui expliquer avec des mots simples. Non, car je n'ai pas prévu d'acheter ça. Si vous dites à votre enfant non, je n'ai pas d'argent pour ça, il va assimiler l'argent à plaisir et maman n'a pas d'argent et l'argent égale problème. On en a parlé dans un épisode de ce podcast, je ne sais plus c'est quel numéro d'épisode, dans lequel je vous explique comment parler d'argent à ses enfants. Vous pouvez aussi dire non à toutes les solutions de démarchage marketing téléphonique, des gens qui viennent toquer à ta porte de façon impondérée sans qu'on ne les ait sollicités pour te vendre un produit. Eh bien, dire non, c'est t'assurer finalement une bonne santé financière, en tout cas déjà améliorer ta situation financière si elle n'est pas bien, si elle n'est pas stable, la stabiliser et voilà, déjà la stabiliser puis l'améliorer. Deuxièmement, en disant non, vous vous affirmez, vous posez vos limites. Vous dites ouvertement que vous n'êtes pas d'accord avec la proposition qu'on vous fait. Vous posez des limites, des barrières permettant de vous préserver de ce qui ne vous convient pas. Voici un petit exemple sous forme d'anecdote. Après mon divorce, j'étais malheureuse et criblée de dettes, soyons honnêtes. J'avais plus de 12 000 euros de dettes à rembourser. À cette époque, j'étais aussi étudiante en mode par correspondance et en arrêt maladie. Ouais, j'ai cumulé tous les bonus, tous les jackpots. Il faut savoir que quand une femme divorce, une part de son entourage veut la récupérer, entre guillemets. On attend de cette femme qu'elle redevienne celle qu'on connaissait, comme pour s'assurer qu'elle n'a pas changé et surtout avoir à nouveau le contrôle sur elle. J'avais une amie de longue date qui était clairement dans cette optique. Elle voulait absolument qu'on fasse les mêmes choses qu'avant, qu'on fréquente les mêmes endroits qu'avant. Je pense vraiment qu'elle était nostalgique de cette époque. Mais moi, j'étais tellement bouleversée par tout ce que je traversais que je n'avais pas la force de dire non. Un jour, elle voulait qu'on déjeune ensemble. Et elle m'a dit, laisse ta machine à coudre et viens manger une pizza avec moi. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de manque de respect? Je l'ai vraiment mal pris. Je sais qu'avec le recul, peut-être que c'est parce que je traversais une période difficile, mais j'ai trouvé ça tellement déplacé, tellement irrespectueux. Elle se fichait clairement de ce que je voulais faire, de mon avenir. Elle voulait récupérer, elle voulait comme revivre cette époque.
Et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. C'est le cas dès qu'une femme vit une espèce de transition dans sa vie, son entourage ou les personnes pas très bien intentionnées de son entourage vont vouloir récupérer l'ancienne version. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le nombre de fois où on m'a dit que je n'étais pas marrante c'est aussi très révélateur de ce qu'on attendait de moi. D'ailleurs, je vous en parle, ça, de ce n'était pas marrante dans mon livre Fini les dettes. Les gens attendaient de moi que je sois la même personne qu'avant. C'est ce qu'ils voulaient. Pas pour mon bien, mais pour leur confort personnel. Quand on veut le bien d'une personne, on prend en compte ce qu'elle traverse et on s'adapte. On fait attention à ce qu'on lui dit pour ne pas la blesser, pour ne pas la perturber plus qu'elle ne l'est déjà. Ça s'appelle de la bienveillance. Ça s'appelle de l'amour. Je me souviens que l'un des points communs de ces personnes-là, c'est qu'à chaque fois qu'elles me sollicitaient, me manquaient de respect, je lisais le Coran. Je ne leur parlais pas de mes problèmes financiers. Je ne leur racontais pas comment se passait mon divorce. C'était trop douloureux pour que je puisse le verbaliser. Et vu comment elles se comportaient avec moi, sincèrement, je n'avais aucune envie de leur faire des confidences. Et quand je leur disais que j'étais occupée à m'occuper de mon avenir, ça ne leur convenait pas. Ça les énervait, surtout parce que je ne disais jamais que je fréquentais un mec. Je ne leur parlais jamais d'hommes. Les hommes, c'était le dernier cadet de mes soucis. J'étais hyper focus sur mon enfant et moi. Je n'étais plus préoccupée par leurs désirs, leurs besoins. À cette époque, il y a des proches qui ont tenté d'utiliser ma faiblesse, ma détresse pour me causer du tort. Je me souviens que cette fameuse amie, entre guillemets, me conseillait d'inscrire mon enfant en colonie de vacances pour que je fasse une croisière pour célibataires. Une croisière pour célibataires. Alors je n'ai pas fait de grandes recherches, mais d'après ce que je comprends, croisière, c'est un bateau qui vogue, qui fait le tour d'un endroit, et sur les croisières, il y a des piscines. Voilà, pour célibataire. Va bronzer, toi, laisse ton enfant en colonie de vacances, va bronzer, va te trouver un mec. Je partage ça avec vous pour que vous compreniez à quel point savoir dire non permet de prendre soin de vous et de distinguer le faux du vrai. Et puis, je partage ça avec vous parce que je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je sais que je ne suis pas la seule à qui on tente de manquer de respect juste parce que je suis une femme et à qui qu'on essaie de récupérer, entre guillemets. Malheureusement, il arrive que, tous nos proches ne soient pas bien intentionnés. Pas facile de distinguer ces 2 mots à l'oral. Heureusement, nous sommes plus de 8 milliards sur cette magnifique planète et donc nos proches peuvent juste sortir de notre vie où on peut les voir moins. Voyons maintenant comment dire non. Oui, c'est la fin de ma parenthèse. Voyons maintenant comment dire non. Petit 1, apprenez à poser vos limites. Refusez poliment les invitations ou dépenses inutiles. Par exemple, vous pouvez dire: «Ce n'est pas mon budget dans mon budget, pour le moment. Ce n'est pas dans mon budget pour le moment», c'est une réponse claire et respectueuse. C'est probablement ce que j'aurais dû répondre. Cela m'aurait évité bien des déboires. Avec cette réponse type, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les détails si vous ne le voulez pas. On comprend juste que ce n'est pas dans votre budget, point. Et les gens qui insistent, à part si c'est votre banquier ou votre banquière, hem ils essaient juste de grappiller pour en savoir plus sur votre vie personnelle. Voilà. Petit 2, fixez un budget pour les extras. Prévoyez une petite somme, ou une grosse somme selon vos moyens, pour les dépenses plaisir, mais surtout, le plus important, c'est de respecter ce plafond. Cette discipline permet de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de limiter vos dépenses tout en vous faisant plaisir. Vous êtes aux commandes de votre argent, mesdames. Petit 3, développez votre mindset minimaliste, votre état d'esprit, votre faculté minimaliste. Chaque euro dépensé doit refléter vos valeurs et vos priorités. Souvenez-vous, mesdames, dire non à quelque chose, c'est dire oui à un objectif plus grand. Voici un exemple pour étayer mes propos. Plutôt que de dépenser 50 euros pour un dîner que vous n'apprécierez pas vraiment, économisez cet argent pour financer une formation ou un projet que vous tient à cœur. Peu importe ce que c'est, ça peut être un voyage, une voiture, une session de tir à l'arc ou de bodybuilding, peu importe. Vous savez, dans ce podcast et dans mon livre Fini les dettes, je vous parle souvent de mon amour pour les bougies et les bougeoirs. Ce que je m'offre à travers eux, finalement, c'est du bien-être, une forme de réconfort. Pour autant, je ne collectionne ni les bougies ni les bougeoirs. J'investis mon argent dans des choses qui sont importantes pour moi, comme des voyages, l'éducation de mes enfants, leur avenir et le mien, l'immobilier éco-responsable.
Et vous, mesdames, dites-moi ce qui compte le plus pour vous et qui vous donne envie de mieux gérer votre argent, d'adopter finalement le minimalisme financier. Dites-le moi en commentaire, ça sera très intéressant. Partie 5, bilan et mise en pratique. Vous l'avez compris, le minimalisme financier apporte une autre vision des choses diamétralement différente du consumérisme auquel nous sommes habitués. Voici les points clés à retenir. Petit 1. Le minimalisme financier consiste à simplifier et à dépenser intentionnellement, comme la méthode Marie Kondo. Petit 2. Il vous permet de réduire le stress, d'épargner davantage et de vous concentrer sur vos priorités. Petit 3, un audit régulier de vos finances et des choix stratégiques vous aideront à adopter cette approche au quotidien. Petit 4, dire non est un acte de puissance financière et personnelle. Petite parenthèse, les gens qui, entre guillemets, réussissent financièrement, les gens qui partent de rien et et qui ont une vie, une vie désirable, on va dire, qui atteignent leurs objectifs, eh bien, ils pratiquent le minimalisme financier. Leur argent est à ils sont aux commandes, pardon, c'est bizarre cette tournure de phrase, ils sont aux commandes de leur argent. C'est pas une tare, pardon. C'est normal. Mettez-vous ça dans le crâne, c'est normal, ça va vous permettre de déculpabiliser. Dites-vous qu'il est normal de gérer son argent, qu'il est normal de pratiquer le minimalisme financier. À force de vous le répéter, vous allez l'intégrer, vous allez l'accepter, vous allez comprendre que c'est vrai. Voici un petit challenge pour cette semaine. Prenez une heure pour analyser vos dépenses des 3 derniers mois et identifier au moins 3 dépenses à éliminer. Pourquoi 3 derniers mois alors que d'habitude je vous dis qu'un seul mois ça suffit? Parce qu'en fait vous allez voir la redondance de vos dépenses et en les ayant sous les yeux, vous allez vous voir, ce qui ne vous convient pas. Ça peut être, vous achetez ce qu'on appelle une cartouche de cigarette. Ça peut être, un café que vous prenez avec une personne que vous n'appréciez pas vraiment ou avec qui la relation est un peu tendue. Ça peut être, des cours, je sais pas moi, un abonnement à la salle de sport où vous n'avez jamais mis les pieds ou presque pas. Ça peut être, vraiment une ou plusieurs choses qui vous desservent, dont vous ne profitez pas vraiment. Eh bien, vous pouvez juste les enlever et améliorer votre vie. Voilà, ça sert à ça le minimalisme financier, ça vient pointer, du doigt, ce qui ne vous convient pas dans votre vie, ce qui ne vous sert à rien, ce qui ne vous tire pas vers le haut, ce qui ne vous aide pas et à le virer tout simplement, hein. Vous savez, on fait des listes, on vire ce qui ne va pas. Cet épisode touche à sa fin. Mesdames, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci de me rejoindre sur cette chaîne YouTube chaque mardi à 14h. Comme d'habitude, si cet épisode vous a inspiré, aidé ou motivé, pensez à le partager avec une amie ou une femme de votre entourage. Laissez un commentaire pour me dire comment vous les appliquez, ces conseils dans votre vie. Je vous invite également à découvrir mon livre Fini les dettes, un guide pratique pour transformer vos finances et atteindre la liberté, votre liberté financière. Le lien est en description en barre d'infos, comme d'habitude. Dans le prochain épisode, mesdames, nous aborderons un sujet puissant. S'affirmer en affaires et en argent quand on est une femme. Nous parlerons d'estime de soi, de négociation et d'affirmation dans le monde professionnel et financier. D'ici là, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances et souvenez-vous, chaque euro est une opportunité de construire la vie que vous méritez. Je vous dis à mardi prochain, ici même à 14h. Bye bye!